viene de Túnez. Cada vez que mencionamos la palabra Túnez en los tiempos más recientes, en los últimos años, hay una serie de ideas básicas que están en nuestra cabeza, que es uno de los países que ya hace tiempo, regularizó derechos para la mujer, cuando otros países del Magreb no tenían derechos las mujeres. En Túnez sí lo sabía, estamos hablando de hace medio siglo. Fue la llama donde prendió el proceso de las llamadas primaveras árabes. Y también hemos aceptado de manera común que probablemente es el país donde mejor se ha gestionado todo este proceso. Podríamos decir que Túnez tiene, en lo que respecta al empoderamiento de mujeres, una situación mejor o una situación de privilegio, no lo sé, pero ella sí que lo sabe. Es Anisa Benhassin, es profesora de Economía Pública de la Universidad de Túnez y es una observadora inteligente y brillante de todo el proceso de transición democrática. De hecho, ha publicado ya un libro sobre ello, creo que el libro, si no estoy equivocada, se llama Yassin Brahim o Cómo ser ministro bajo la revolución, y ahora está terminando un segundo libro que se verá, esperemos que también llegue aquí próximamente. Bienvenida, muchas gracias, te estamos esperando. First of all, I want to thank the Foundation and Professor Emmanuel for the invitation. I will talk in French. Voilà. Donc d'abord, pour dire le titre, vous voyez ici dans la présentation, c'est une fragile exception, comme expliquait un peu Alicia, la Tunisie, depuis très longtemps, depuis 1956, où il y a eu beaucoup de législation en faveur des femmes, où il y a plus de polygamie, il n'y a plus de répudiation, les femmes ont droit au divorce, à la contraception, tout ça c'est très très ancien pour nous en Tunisie, mais je dirais que c'est très fragile. Cette manifestation que vous voyez, c'est août 2013, et après la révolution, contrairement à ce qu'on a pu penser, il y a eu un peu un retour un peu en arrière. Quand le parti islamiste Nahda a pris le pouvoir, les premières qui ont été attaquées, c'était les femmes, c'était les droits des femmes, et là on a dû encore revenir dans la rue. Là c'était des milliers de femmes, et c'était, comme expliquait un peu Emeni tout à l'heure, peut-être la première révolution en 2011, c'était en Tunisie, ça a été suivi tout de suite par l'Égypte. La deuxième révolution, c'est l'Égypte qui l'a commencé, et c'est la Tunisie qui l'a suivi. C'est grâce à votre modèle en Égypte que nos islamistes ont pris peur et ont quitté d'eux-mêmes le pouvoir pour laisser place à un gouvernement plus séculaire qui a respecté un peu plus les femmes. Donc ça, déjà, je voulais d'abord commencer par un petit rappel, juste maintenant la situation des femmes tunisiennes. Donc on a eu beaucoup de droits, mais on reste une minorité. Moi, par exemple, je suis une minorité dans mon pays. Malheureusement, pas beaucoup de femmes ont la chance, comme moi, d'avoir fait des études et d'avoir pu évoluer dans le monde professionnel. Je vais essayer d'expliquer ça un peu, d'expliquer pourquoi cette situation-là, et donc des tentatives de régression. Donc juste pour faire un petit rapide détour par l'histoire, juste pour savoir que notre pays, la Tunisie, Carthage, a été fondé donc par une femme qui était la reine Didan, qui venait de Liban, et donc qui a fondé Carthage. Après, il y a eu beaucoup de femmes très célèbres de différentes civilisations, comme là on voit les Berbères, la Kehna, qui était une berbère, une chef de tribu berbère, qui a conduit donc une guerre contre les musulmans qui arrivaient donc d'Arabie Saoudite. Après, il y a cette figure aussi arabe, là, Jazia al-Halaliya, et aussi plus récemment une princesse, Aziza Othmana, qui était une mécène, là, qui a beaucoup aidé les enfants. Là, c'est un hôpital qu'elle a fondé à Tunis. Donc ça, c'est pour dire que ça, on a des femmes assez célèbres dans notre histoire, et pour dire que cette émancipation un peu des femmes tunisiennes est très ancienne. Et il y a juste une anecdote, pour raconter une anecdote sur ce contrat kérouanais. Kérouan, alors c'était la capitale musulmane en Tunisie, et au XIVe siècle, hein, c'était vraiment dans le Moyen-Âge, il y avait un sultan, un calife là, qui était très amoureux d'une princesse, qui voulait l'épouser. Alors elle lui a dit comme condition: tu n'épouses pas une autre femme que moi.
Alors il a accepté, et là depuis, donc, dans le premier contrat musulman de mariage, où il y avait une clause où le mari n'avait pas le droit d'épouser une autre femme, et donc ça a été un peu une jurisprudence par la suite. Toutes les femmes qui vivaient donc, dans ce pays-là ont eu le droit donc, de ne pas subir donc, la polygamie. Donc aussi, il y a eu un peu notre islam des Lumières avec des penseurs donc, tunisiens comme Tahar Haddad qui a un peu réfléchi sur l'histoire de la femme, la relation entre la société, notre religion, l'islam. Là, vous voyez des femmes déjà dans les années 50 qui étaient pour la lutte pour l'indépendance. Et là, on voit comme dans toutes les luttes pour l'indépendance, comme les hommes vont un peu à l'armée, donc c'est les femmes qui se retrouvent un peu obligées de travailler, qui sont un peu à l'avant-garde. Donc ça a été aussi le cas en Tunisie, avec l'une des féministes les plus connues qui a créé l'Union nationale de la femme tunisienne, qui est Rabia Haddad, et bien sûr, vous connaissez tous le premier président de la Tunisie, Bourguiba, qui est le plus connu pour avoir fait le plus de choses donc, pour la femme tunisienne. Donc ça, c'est un peu, juste rapidement, un peu l'histoire de la femme en Tunisie. Et donc là, je vais essayer de structurer un peu mon intervention de l'indépendance à la révolution en 2011. Et puis, depuis 2011, qu'est-ce qui se passe dans l'économie d'une manière générale et pour la femme et sa place dans l'économie. Donc le modèle de croissance en Tunisie a toujours été créé autour de la femme, c'est-à-dire que tous les régimes qu'il y a eu, c'était un peu des régimes dictatoriaux, donc aussi bien Bourguiba que Ben Ali, pour dire qu'ils étaient des régimes modernes, disaient nous on libère la femme et la femme est libre. Donc nous sommes des régimes modernes, un peu comme les pays européens. C'était un peu ça leur message. Mais c'était donc là on voit par exemple l'évolution de la population active féminine tunisienne, ça a vraiment beaucoup évolué. Mais là, on est un peu dans un blocage. Là, ça s'arrête un peu à 27 à 30%, ça n'évolue pas. Ça a beaucoup évolué les premières années. Alors aussi, ce qu'on peut voir, c'est que les femmes tunisiennes sont un peu dans tous les secteurs. Elles ont envahi, si je puis dire, tous les secteurs. En 2007, là, dans le monde politique, il y avait quelques ministres, secrétaires d'État, des femmes gouverneurs, ambassadrices, présidents de la Cour des comptes, 23% des députés, les conseils municipaux. Donc, elles étaient un peu partout dans le monde politique. Mais je dirais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière ces femmes un peu alibi, si je puis dire, la majorité des femmes restaient un peu dans un taux de chômage qui est beaucoup plus important que celui des hommes. Là, ce qui se disait tout à l'heure, dans la pratique, contrairement à la législation, dans la législation, il y a une égalité dans le droit de travail tunisien entre citoyens et citoyennes, mais dans la pratique, je vois beaucoup d'entreprises qui nous disent un peu en cachette, trouvez-moi un homme, je préfère un homme qu'une femme pour travailler. Aussi, donc il y a des différences de salaire. Là, tout à l'heure, vous expliquez 5%. En Tunisie, c'est à peu près 20% en différence de salaire entre hommes et femmes. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes restent dans des postes à faible qualification. Si on prend donc la masse salariale qui est pour les hommes et celle pour les femmes, c'est vrai qu'à travail égal, il y a le même salaire, mais comme les femmes travaillent plutôt des postes à faible qualification, ce qui fait qu'en tout, le volume de rémunération est moins élevé pour les femmes que pour les hommes. Voilà, donc elles sont aussi beaucoup, ce qui n'est pas compté, c'est le travail précaire et le travail informel et les employés de maison. Il reste encore beaucoup d'employés de maison qui sont très jeunes, qui ont 15 ans, qui ont 16 ans. C'est aussi ça la réalité des femmes tunisiennes, peut-être qu'on ne voit pas, qu'on voit pas beaucoup et qui ne sont pas dans les statistiques. Malheureusement, on n'arrive pas à les retrouver, sauf parfois quand il y a des scandales harcèlement dans les maisons, et là on voit que cette réalité est vraiment pénible pour beaucoup de filles tunisiennes, qu'elles continuent à subir. Alors dans l'agriculture aussi, c'est un travail informel où les femmes travaillent beaucoup dans l'agriculture. Si vous allez en Tunisie, vous allez voir dans les champs, il y a presque que les femmes qui travaillent. Les hommes sont dans le café, sont au café, et c'est les femmes qui travaillent encore, et elles sont très mal payées, très très mal payées. Et ça n'existe pas dans les statistiques parce que c'est vraiment informel. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite pour ces femmes-là. Donc on les voit pas, elles sont vraiment invisibles. Bien sûr, les interruptions précoces quand on a des enfants, quand une femme a des enfants, souvent elle est obligée d'interrompre ses études et son travail. Ça, c'est quel que soit le niveau d'études. Alors depuis la Révolution, juste pour dire qu'est-ce qui a changé, donc on remarque qu'il y a une émergence d'un discours rétrograde, hein, il y a de plus en plus de gens qui contestent toutes ces libertés qui ont été accordées aux femmes tunisiennes pour dire elles ont trop de droits, c'est pas normal, l'homme n'a plus sa place, et là on voit que ce discours-là qu'on n'entendait pas avant parce qu'il y avait la dictature qui empêchait ce discours de pouvoir se faire au grand jour. Là on a vu vraiment dès les premiers jours de la Révolution de janvier 2011 des cercles se
construire là sur l'avenue Habib Bourguiba, et de gens qui disaient vraiment les femmes tunisiennes, elles ont trop de droits et il faut vraiment que ça s'arrête. Surtout qu'il y a la crise économique. Après, quand il y a eu la crise économique, il y a ce discours-là qui a commencé vraiment à émerger, à dire la priorité, c'est pour les hommes, puisqu'il n'y a pas de travail, il faut faire travailler en priorité les hommes. Donc ça, c'est exacerbé quand il y a des difficultés économiques. Les premières victimes vont être toujours les femmes, et ça, quel que soit le niveau d'études qu'elles vont faire. Alors aussi, ce qu'on voit, donc, c'est un éclatement du conservatisme. Là, on s'aperçoit, moi-même, je découvre ma société, qu'elle est vraiment beaucoup plus conservatrice que je ne croyais. Et il y a des tentatives de régression, surtout en 2011, en 2008, en 2012. On était vraiment pratiquement agressés. Quand je suis dans ma voiture, il y a des hommes qui passent, qui contestent même pourquoi moi j'ai le droit de conduire une voiture, je suis indépendante. Il y a un peu un discours et des comportements même assez violents à l'encontre des femmes. Donc d'une manière générale, ce qu'on voit maintenant en Tunisie depuis 2011, il y a beaucoup d'instabilité politique. Nous avons eu 5 gouvernements en 3 ans. Il y a une dégradation des indicateurs économiques, là bien sûr, le gel des investissements, aussi bien internationaux bien sûr, les investisseurs internationaux ont peur de venir en Tunisie maintenant, c'est compréhensible, mais même les investisseurs nationaux qui préfèrent parfois aller au Maroc, parce que c'est plus sûr. Il y a aussi beaucoup de grèves, de pression sociale, c'est aussi le coût de la liberté, il y a de plus en plus de syndicats, le taux de syndicalisation devient plus important, les grèves deviennent plus importantes, d'où beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer, d'où beaucoup de multinationales qui se disent ce pays-là n'est pas très stable, on commence à vouloir augmenter les salaires, et vous voyez, si les multinationales viennent dans nos pays, c'est surtout parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher, alors si on commence à réclamer plus de salaires, la Tunisie ne devient plus un pays intéressant. Donc c'est un peu ça le climat économique. La corruption, elle est en hausse, contrairement à ce qu'on peut penser après une révolution. Surtout la petite corruption. Avant, c'était juste quelques familles qui avaient le monopole de la corruption. Comme ces familles-là sont parties, maintenant, c'est chaque petit fonctionnaire qui peut demander à la douane ou pour rendre un service d'avoir une contrepartie. Le secteur informel aussi, la contrebande, surtout avec les pays voisins, avec la Libye, avec l'Algérie, comme il y a moins de sécurité sur les frontières, il y a beaucoup de contrebande qui est en train de se développer beaucoup. Bien sûr, il y a un manque de visibilité économique, parce qu'avant, en Tunisie, on a toujours eu des plans sur 5 ans. À chaque fois, sur 5 ans, on voit quels sont les grands projets qui vont se faire. Maintenant, comme il y a eu 5 gouvernements en 3 ans, bien sûr, chaque gouvernement restait une année et demie. Il n'avait aucune visibilité, aucun plan, aucune stratégie. Et là, on vient d'avoir le dernier gouvernement qui n'a pas encore 100 jours, qui va avoir bientôt ses 100 premiers jours. Il nous a promis, au bout de 100 premiers jours, de nous définir sa stratégie, qu'on ne connaît pas actuellement, pas encore. C'est encore le flou, donc ça continue. Alors, il y a aussi donc, une faible infrastructure avec donc, beaucoup d'instabilité régionale. Je ne sais pas si je peux aller voir le lien, mais c'était pour montrer un peu sur la carte de la Tunisie de la différence entre les villes qui sont sur la côte où le taux de chômage est la moitié des villes qui sont à l'intérieur du pays. Donc vraiment, il y a beaucoup de différences régionales dans le taux de chômage. Il n'y a pas beaucoup de taux de chômage dans la capitale, dans les pays où il y a du tourisme, qui sont au bord de la mer, mais donc, dès qu'on se rapproche des frontières algériennes, des villes qu'on appelle un peu enclavées, le taux de chômage est beaucoup plus important, il atteint des 40% dans certaines populations. Alors, le système bancaire est très morcelé, contrairement à d'autres pays comme le Maroc, où il y a de grandes banques. Nous avons trop de banques, mais elles sont très petites. Il y a un marché boursier qui est limité, il n'y a pas de grandes entreprises, donc il n'y a pas d'investissement dans la bourse. Dernière chose aussi, c'est l'administration qui reste très, très bureaucratisée, beaucoup de procédures très lourdes, ce qui encourage la corruption par ailleurs pour faire plus vite. Donc voilà, la corruption endémique. Là, si on regarde un peu le classement de la Tunisie, pour vous montrer que les choses se sont beaucoup dégradées après la Révolution, là, concernant l'efficacité des services policiers, le classement a régressé beaucoup en Tunisie. Le crime organisé, il y a beaucoup moins de sécurité dans les rues tunisiennes. Là, le coup du terrorisme, bien sûr, le dernier attentat qu'on vient de voir au Bardo, qui a vraiment donné un coup de massue au tourisme, qui commençait à peine à se relever. Donc ça, c'est un peu la situation économique. Le taux de croissance économique a baissé. En 2011, bien sûr, c'est une année dont on ne tient pas compte. En économie, c'était une année exceptionnelle. Il n'y avait pas de taux de croissance, c'était pratiquement 0%. Mais ça a repris un peu en 2012, mais ça a régressé en 2013. Et là, on n'a pas encore les chiffres de 2014, mais c'est pas mieux en 2014 et en 2015.
2015. Donc les choses économiquement sont vraiment assez dégradées. Le déficit budgétaire, donc 6,3%, parce qu'il y a eu beaucoup d'hausses de salaire, comme il y a eu beaucoup de grèves, les syndicats ont beaucoup revendiqué, donc il y a eu beaucoup de hausses des salaires, surtout dans la fonction publique. Il y a eu beaucoup de grèves, il y a eu beaucoup d'augmentations, et la baisse des recettes, puisqu'il y a moins d'investissements. Le taux de chômage est à peu près de 18% actuellement, le seuil de pauvreté de 15%. Alors, juste donc l'approche genre sur les inégalités sur les femmes, il y a beaucoup de classements, mais là j'en ai pris un, mais c'est vrai que sur d'autres classements, la Tunisie est 100e, là elle est 22e sur 86 pays. Ça dépend un peu des indices. Pour la convention CEDAW, donc elle a été ratifiée par la Tunisie en 85, mais il y avait beaucoup de réserves. Et là, les réserves ont été levées en 2014 quand on a eu le départ donc des islamistes qui étaient au pouvoir. Donc on a eu la levée de toutes les réserves actuellement. Donc ça, c'est un peu sur le plan législatif. Il y a beaucoup de choses sur le plan législatif. Alors nous avons une constitution depuis 2014, une nouvelle constitution. Et dans l'ancienne constitution de 59, il y avait déjà beaucoup de droits pour les femmes, et pour la nouvelle, elle a encore amélioré un peu ça, mais je dirais que c'est vraiment grâce beaucoup au travail de la société civile. Moi-même, je suis sur plusieurs associations, et on était vraiment, quand les députés rédigeaient cette nouvelle constitution, on était vraiment dans les couloirs, on est en train d'attendre chaque député pour essayer de lui parler, de convaincre, c'est-à-dire tous les articles qu'il y a eu pour les femmes, ça, vraiment, il fallait combattre article par article jusqu'au moment du vote pour être sûr que chaque député va voter en faveur de cet article-là. Alors il y a eu donc 3 articles là, dans cette constitution. Déjà, les citoyens et citoyennes sont égaux en droit et en devoir, ils sont égaux devant la loi. Bon, ça reste ça au niveau constitution. Bien sûr, dans la pratique, c'est pas exactement, je dirais, ça. Si on prend rien qu'un exemple, l'héritage, par exemple, encore en Tunisie, l'héritage n'est pas égal entre citoyens et citoyennes. Si le citoyen, l'homme, a le double de l'héritage de la femme. Donc, on a beau écrire ça dans la Constitution, on voit que dans la pratique, il y a encore des décalages et qu'il y a encore des combats à mener pour nous. Alors, l'article 40, le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. Ben, c'est très bien. Dans des conditions décentes et à salaire équitable. Donc ça a été mis dans la Constitution. Et vraiment, si je vous dis chaque phrase, il fallait combattre pour avoir un mot de plus et imposer cette phrase-là. Salaire équitable, ça n'a pas été évident. Et l'article 46, il est vraiment pour les femmes. Hein, il s'engage à protéger les droits acquis de la femme, puisqu'on a vu en 2011 et en 2012 une régression. Et on a failli avoir une Constitution où il n'y avait pas ces articles-là, mais des articles où la femme est la complémentaire de l'homme. C'est-à-dire le parti islamiste, qui avait une majorité relative, voulait mettre un article où pas la femme est égale de l'homme, mais la femme est complémentaire. Donc il a vraiment, ça n'a pas été évident à changer tout ça. Alors ça, c'est un peu une évolution sur le taux d'analphabétisme des femmes. On voit que ça a beaucoup diminué. C'était très élevé. Les femmes partaient vraiment de loin. Déjà dans les années 94, il y avait 20% de femmes analphabètes. Maintenant, elles ne sont plus que 4%. Elles ont donc fait du chemin. Dans les études aussi primaires et secondaires, j'ai essayé de décomposer, parce que vraiment il faut faire attention à chaque étape, prendre les chiffres globalement. Parfois il y a des régressions. Le manque de sécurité, par exemple, faisait que durant les dernières années, les filles ne pouvaient plus vraiment aller à l'école parce que les routes n'étaient plus sûres. Donc il faut vraiment faire attention que les filles gardent un taux de scolarisation qui est élevé. Là, elles commencent à avoir un taux de scolarisation plus élevé que les garçons. C'est-à-dire déjà au niveau des études secondaires, on retrouve plus de filles que de garçons. Et c'est encore plus visible au niveau des étudiantes. Là, vous voyez la courbe des étudiantes, elles sont beaucoup plus nombreuses en rose que les garçons. C'est peut-être pas un très bon indicateur en soi, on aurait voulu vraiment qu'il y ait un peu plus d'équilibre parce que ça entraîne des tensions sociales après pour la suite. Mais en tout cas, ça va se stabiliser. Maintenant, on est à peu près à 60% de filles à la faculté et 40% de garçons. Mais le taux de chômage, regardez, il reste encore le double, le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes. Alors que, comme vous le voyez, le taux d'éducation a vraiment augmenté, mais ça n'a pas été suivi d'une augmentation du travail des femmes, de la présence des femmes dans les entreprises, dans les organisations. Et là, vous voyez, à partir de 2011, vraiment, il y a eu une augmentation très importante du taux de chômage des femmes, alors que celui des hommes a diminué. Donc là, c'est vraiment pour ça, je disais, c'est très fragile comme équilibre, il faut faire attention.
Dans l'enseignement supérieur, c'est encore pire. Le taux d'éducation, le taux de chômage des femmes est de 40% à peu près, et celui des hommes est beaucoup plus élevé, autour de 15%. Et les femmes passent beaucoup plus de temps pour trouver un travail, les femmes diplômées. La moitié d'entre elles passent plus d'une année pour trouver un travail, alors que pour les hommes, c'est juste 32% qui passent plus d'une année pour trouver un travail. Alors en politique, nous avons un exemple intéressant, parce qu'il y a eu les lois sur la parité avant 2011 qui ont permis là d'avoir beaucoup de femmes sur le devant de la scène, d'avoir beaucoup de députées femmes. Donc ça, c'est un peu l'évolution de la proportion des femmes députées. Elles sont en rouge. Et là, on voit que avant la Révolution et après la Révolution, c'est à peu près la même proportion de femmes députées. Bon, je ne sais pas dans quelle limite on peut comparer une situation de dictature où la présence des femmes est imposée. Et là, après la Révolution, c'est une situation où les femmes sont imposées, mais par une loi, qui est la parité. En tout cas, ça n'a pas changé grand-chose au niveau de la présence des femmes au niveau des assemblées nationales. Et même, je dirais que comme il y a eu une obligation de cette parité, et comme c'était le parti islamiste qui était le premier au pouvoir, il y a eu beaucoup de femmes islamistes qui étaient là, mais qui n'étaient pas pour défendre les droits des femmes. Donc on voyait qu'il y avait beaucoup de femmes, mais elles n'étaient pas toujours là pour défendre plus de liberté pour les femmes et plus d'indépendance pour les femmes. Donc les chiffres... faut aller un peu les analyser un peu pour comprendre la réalité qu'il y a derrière. Alors on a eu pour la première fois une femme candidate aux élections présidentielles lors des élections de décembre 2014, là récemment, pour la première fois. C'était une juge, Kalthoum Kano, qui a été candidate. Bon, elle n'a pas eu beaucoup de voix, mais sa candidature a eu le mérite vraiment d'exister parmi 27 candidats hommes. Et c'était intéressant de voir qu'il n'y a eu personne pour dire pourquoi une femme se présente comme président et sa présence n'est pas légitime. Donc c'était une expérience intéressante pour voir un peu la réaction des Tunisiens par rapport à une femme qui veut être présidente. Au gouvernement, maintenant, elles sont 3 ministres et 5 secrétaires d'État sur 14. Ça a toujours été comme ça, un peu la proportion. Alors, dans le secteur économique, il y a encore le plafond de verre, comme on disait tout à l'heure, glass ceiling, c'est encore la réalité. Il y a seulement dans 4 entreprises sur les 30 plus grandes entreprises tunisiennes, il y en a 4 seulement où dans leur conseil d'administration, il y a une femme ou plus. Il y a des femmes chefs d'entreprise, mais seulement 6% de chefs d'entreprise sont des femmes encore en Tunisie. Et encore, c'est des PME, ce n'est pas les plus grandes entreprises. Alors aussi, ce qu'on voit, les Tunisiennes, donc, durant les dernières années, elles sont, comme on disait, dans tous les secteurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de magistrats, d'avocats. Là, il y a un peu la parité. Le problème, c'est dans les postes décisionnels. C'est quand on a des postes décisionnels où on ne retrouve pas assez de femmes. C'est-à-dire, on retrouve des femmes juges, mais pour retrouver une femme présidente du tribunal, là, c'est plus rare. On retrouve des femmes professeurs. Moi, je suis professeure à l'université. Il y a beaucoup de femmes professeurs, mais on a très peu qui sont doyens, qui sont présidents d'université, qui sont dans les cabinets ministériels. Ça, ça devient rare. Alors, elles sont aussi, la plupart, dans des postes d'opérateurs. Dans les entreprises, la plupart des postes d'opérateurs sont occupés par des femmes parce qu'elles acceptent des salaires qui sont moins élevés. Donc ça, c'est un peu l'administration publique. Bon, c'est pas très visible, mais là aussi, c'est la même situation. Au moins, dans l'administration publique, il y a autant de femmes que d'hommes, puisque dans les concours de la fonction publique, c'est un peu l'égalité dans les concours. Mais dans l'évolution, là, il y a très peu de femmes qui sont directeurs généraux, qui sont chefs de cabinet. Là, ça reste cette réalité-là. Vraiment, depuis des années, c'est quelque chose qui est bloqué. Donc on voit qu'on est un peu arrivé aux limites de notre modèle de développement économique et social, avec un pays qui a donné beaucoup de droits aux femmes depuis très longtemps, qui a connu une régression, qui s'est un peu remis grâce à la société civile, à l'action d'associations, qui ont poussé maintenant, on a une constitution, on a des femmes grâce aux quotas qui sont là, présentes en politique, qui ont fait des études, mais il y a encore beaucoup d'obstacles, malgré cette législation-là, vous l'avez dit, ça ne suffit pas d'avoir les lois, et changer les mentalités, c'est tellement difficile, ça prend tellement de temps. Elle reste donc encore, il y a beaucoup de travail dans l'informel, il y a beaucoup un accès limité au financement aussi. On remarque que les banques accordent moins de confiance à une femme et à sa capacité à rembourser un prêt qu'un homme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra travailler aussi avec les banques et les fonds pour donner peut-être plus de confiance aux femmes pour avoir des prêts et avoir des entreprises. Donc il n'y a pas de sécurité sociale parce que souvent on voit dans les familles, le salaire de la femme, c'est un salaire en plus. C'est un salaire d'appoint, si on peut dire. Donc même si c'est un travail précaire, si c'est un travail à temps partiel, s'il est dans l'informel, c'est pas grave.
puisque l'homme, lui, a un travail avec une sécurité sociale. Donc sa sécurité sociale couvre la maladie de la femme et des enfants. Donc, mais ça donne une fragilité pour la femme. Si elle veut partir, si elle veut divorcer, elle va se retrouver toute seule avec un travail informel et où il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a parfois même pas de contrat de travail. Donc, il y a les problèmes d'harcèlement au travail aussi qui ne sont pas encore dans le code du travail. Les charges familiales restent encore de la responsabilité de la femme. On discutait tout à l'heure pour dire les congés de maternité, par exemple, maintenant sont juste de 2 mois. Et pour l'homme, il a droit à 1 jour de congé. Quand il a un enfant, il a 1 jour de congé, juste pour aller l'inscrire à la municipalité. Oui, voilà, il a 5 jours, oui. Et la femme, après, qui va s'occuper de cet enfant? Il a 1 jour. Donc, ça va être la femme, donc, des interruptions, là, elle va interrompre son travail. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'entreprises ne veulent pas employer les femmes. Parce que la responsabilité de la famille reste encore vraiment celle de la femme. À chaque fois qu'un enfant est malade, à chaque fois qu'un enfant a des difficultés, c'est la femme qui doit s'absenter. Et donc, je dirais un peu, les chefs d'entreprise sont un peu schizophrènes. D'un côté, eux-mêmes sont pères de famille et vont demander à leurs femmes de s'occuper de leurs enfants, mais quand ils sont chefs d'entreprise, ils ne veulent pas que les femmes s'absentent du travail. Donc, ça reste un peu une question de mentalité qui est encore à faire. Et l'État, je pense qu'il n'y a pas assez de structures sociales aussi pour aider les femmes à garder leurs enfants. Les gardes d'enfants sont très très chères pour les femmes surtout qui sont à faible qualification, qui sont dans des métiers où les salaires sont très faibles. Donc déjà, on a vu que la plupart des femmes travaillent dans des postes qui sont très faiblement rémunérés et les charges pour s'occuper des enfants sont très élevées, donc elles n'ont pas la possibilité de le faire. Heureusement qu'il y a encore la solidarité familiale dans nos pays où on a encore toujours une mère ou une grand-mère ou une belle-mère pour s'occuper des enfants. Donc ça reste, pour la plupart des femmes que je connais, c'est encore ça les solutions. Surtout pour nous qui faisons des professions qui sont bien rémunérées, nous pouvons mettre nos enfants dans les crèches, mais pour les autres, heureusement qu'il y a la famille, sinon ces femmes-là seraient dans l'incapacité de travailler. Alors sur quoi on va maintenant essayer d'avancer maintenant sur le plan législatif? Il y a encore sur le plan travail la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail qui serait vraiment à ratifier par la Tunisie, qui n'est pas encore ratifiée. Il y a encore le fait d'inscrire dans le Code du travail le harcèlement sexuel qui n'est pas encore, il n'y a pas de sanction sur ça dans le Code du travail. La question de l'héritage dont je parlais tout à l'heure et l'introduction des quotas. Peut-être, ça a été discuté tout à l'heure, c'est pas évident que c'est la solution, mais ce qu'on a vu en Tunisie, c'est qu'en politique, ça a permis que beaucoup de femmes entrent en politique. Peut-être qu'en économie aussi, dans les entreprises, si on introduisait une obligation de quotas dans les conseils d'administration, dans les hauts postes, ça nous permettra d'avoir plus de femmes. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus de femmes vont encourager d'autres femmes et constituer elles-mêmes des modèles aussi, parce que c'est ce qui nous manque maintenant beaucoup en Tunisie, peut-être dans tous nos pays, le manque de modèles de femmes qui arrivent à concilier les responsabilités familiale, professionnelle et à vraiment évoluer. Nous manquons vraiment de ces modèles-là pour dire voilà, il y a telle femme qui a réussi, donc moi aussi je peux réussir. Alors même, je voudrais conclure peut-être pas sur une inquiétude que je vois maintenant en Tunisie, c'est que beaucoup de femmes ont intériorisé un peu le fait qu'elles sont dans un second rôle, que c'est l'homme qui est le chef de la famille, que c'est à lui d'avoir le travail et qu'elles ont d'abord l'obligation de s'occuper de leur famille, leurs enfants, tout ça, leur foyer, et après, s'il y a du temps, je vais travailler. Donc, elles ont un peu intériorisé cette idée-là, qui a été beaucoup alimentée par le discours des islamistes, de retour un peu à la famille, et avec ce discours-là, en disant la femme, c'est notre fille, c'est notre mère, c'est notre sœur. Mais moi, je dis toujours, bon, c'est vrai que la femme, c'est la mère, c'est la fille, c'est la sœur, mais c'est d'abord une citoyenne qui a des droits, qui a des libertés, et c'est sur ça qu'elle doit vraiment surtout se battre. Alors voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention.